Je voulais vous parler de l'opportunité que représentent les changements récents dans le processus de recrutement Air France Pro. Au début de l'année 2025, Stéphane Carrère a informé les candidats que ceux qui avaient 200 heures de CS25, c'est-à-dire typiquement du Boeing 737 ou de l'Airbus 320, il y a d'autres machines, mais ce sont les deux principales, ceux qui avaient donc 200 heures de CS25 allaient pouvoir passer plus rapidement dans la séquence de recrutement. Évidemment, c'est une grande opportunité pour ceux qui réunissent ces critères. Mais c'est également un immense piège. En effet, vous allez être invité relativement rapidement. Il pourrait se passer seulement 3 ou 4 mois, avant que vous ne soyez dans une salle de recrutement. Vous auriez alors à peu près 500 heures de CS25 et 500 heures de CS25, c'est très peu. Il y a, lorsqu'on est à ce stade, c'est-à-dire on a un petit peu moins d'une année en ligne, un manque de profondeur. On est encore en train de découvrir beaucoup de choses. En face de vous, vous allez avoir un recruteur expérimenté qui s'attend, lui, à des comportements sains et réfléchis. Des comportements qui montrent une grande maturité, maturité que vous n'avez pas encore. En effet, si certaines choses sont enseignées par vos compagnies, bien évidemment, leur mise en pratique adéquate n'est pas forcément évidente pour un jeune campilote. Et s'il y a un comportement inadéquat qui est mentionné lors d'un entretien, par exemple lorsque vous mentionnez un exemple qui vous est demandé par votre recruteur, eh bien cela pourrait vous disqualifier. Alors je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien, des exemples de candidats que j'ai eus moi et dont il m'a paru qu'il manquait de profondeur. Alors évidemment, avec ces candidats, on a retravaillé derrière pour qu'ils comprennent bien et lors de nos sessions Advanced Interview Practice, que nos clients d'Advanced Interview Course auxquels ils peuvent participer gratuitement toutes les 2 semaines, eh bien évidemment, on reparle de tout ça de telle manière à ce que petit à petit, les choses soient mieux comprises. Voilà donc un premier exemple. Une mauvaise compréhension des règles liées au de-icing. On vient de terminer une saison d'hiver, j'enregistre cette vidéo à la fin du mois de février, donc on est encore d'ailleurs dans la saison d'hiver. Et donc, j'ai eu un candidat qui avait le de-icing s'était relativement bien passé, mais il y a eu un petit problème lors de la course au décollage et l'avion a été arrêté. C'était un take-off config ou quelque chose d'assez simple finalement. Ils ont arrêté l'avion, fait la séquence et ils sont sortis de la piste tout à fait logiquement pour ensuite évaluer s'ils pouvaient repartir. Cette situation est très piégeuse en soi, puisque déjà il faut faire les actions correctement dans une bonne séquence, gérer l'avion, informer les PNC, informer les passagers, discuter avec le contrôle, évidemment se pencher sur le problème que l'on voit devant soi, voir s'il y a quelque chose à gérer, établir le fait de savoir si on peut rouler par ses propres moyens, en fonction de la température des freins, etc. Et on va ensuite sortir de la piste, et là, il faut faire une séquence. Typiquement, on va faire la checklist après atterrissage, donc les actions de la checklist après atterrissage, et on va faire cette checklist-là et se poser sur le taxiway pour ensuite, tranquillement, pouvoir prendre une décision. Dans le cas de ce candidat, déjà, cette séquence-là n'avait pas été faite de manière très propre par son commandant de bord. C'est son rôle à lui que d'aider son commandant de bord à avoir un comportement propre dans cette séquence et de ne rien oublier. Par la suite, la prise de décision qui avait été faite avait été très fortement induite par le commandant qui voulait absolument partir quand même. Mais vous voyez bien que là, il faut prendre son temps et réévaluer tout. Il y a beaucoup de choses à réévaluer. Déjà, évidemment, il faut discuter encore une fois avec les PNC et évidemment leur dire que tout va bien. Parler avec les passagers qui peuvent tout à fait être inquiets, de telle manière à avoir une cabine bien contrôlée. Et ensuite, il faut revalider tous les paramètres qui nous avait permis de partir, depuis le départ. En l'occurrence, voir si, la quantité de fuel qu'on a, c'est la première chose, est toujours suffisante. Parce qu'en ce moment, vous partez avec des quantités de fuel inférieures à celles que j'avais moi, lors du début de ma carrière. Donc ça va, dans la plupart, des cas, être un problème. Est-ce qu'on a brûlé déjà sa contingency ou est-ce qu'on en a encore? Dans ce cas-là, on peut partir. Est-ce qu'on est content avec la marge de sécurité réduite que l'on a maintenant? Tout ceci est une séquence et je pense que dans la majorité des cas, on va devoir aller refueler. Dans ce cas, ils ne l'ont pas fait et apparemment, ils avaient assez de fuel, ce qui ne posait pas un problème. Mais le problème, c'est qu'il y avait eu un de-icing et il est important de comprendre les règles du holdover time et ils étaient encore dans leur holdover time. Vous savez, il y a un holdover time mini, un holdover time maxi. Le problème, c'est qu'il y avait une course au décollage et si dans cette course au décollage, vous dépassez la vitesse de roulage, eh bien le fluide n'est plus certifié. En l'occurrence, il n'avait pas dépassé les 30 nœuds lors de cet, arrêt-décollage et donc c'était bon. Mais ça n'a pas été verbalisé. Le candidat n'avait pas compris cela et et je crois que son commandant de bord et lui n'en avaient même pas parlé et ça pose un vrai problème. Vous voyez? Vous voyez comment il faut que vous absolument que vous sachiez bien expliquer vos exemples et que vous compreniez votre environnement. Comment est-ce que vous pouvez, si vous avez fait
à peine une saison de dégivrage, ce qui veut dire que vous allez peut-être avoir dégivré une dizaine de fois, plus si vous êtes en Norvège ou en Suède, mais sinon si vous êtes, en France ou, dans un autre pays où il fait meilleur, vous allez peut-être pas avoir dégivré beaucoup et faire un arrêt décollage. Moi, je n'en ai jamais eu de ma carrière. Donc, comment est-ce que vous pouvez comprendre tout ça avec seulement une petite saison ou la moitié d'une saison? Vous voyez, il y a vraiment encore beaucoup de choses qu'il faut savoir et bien comprendre. Et ça, c'est un vrai risque, hein, cette histoire de dégivrage et de fluide qui n'est plus, qui ne fonctionne pas. Derrière, il y avait encore des choses que là, vous devez savoir. Quand vous avez, vous vous rapprochez donc, vous avez fait quelque chose, de comment dire? Une séquence de ce type, évidemment, il va falloir bien réfléchir donc à la validité de ce fluide et peut-être évidemment aller s'assurer, aller au milieu de la cabine près de l'aile et demander à aller regarder pour voir si le fluide fonctionne toujours. Il y a aussi une évaluation à faire des conditions atmosphériques. Est-ce que la neige qui avait justifié qu'il faille faire un de-icing anti-icing est toujours tombée? Est-ce que ça s'est arrêté? Est-ce qu'elle a augmenté? Est-ce qu'elle a diminué? Et comment est-ce qu'on va pouvoir donc qualifier ce deuxième décollage? D'accord. Voilà, donc sachant que pourquoi est-ce que le commandant de bord, lui, voulait continuer? Parce qu'il sait bien que s'il va retourner au stand, refueler, refaire toute une séquence, il va falloir redégivrer et tout ça, ça prend énormément de temps et on prend un retard là et c'est un retard d'une heure qui va donc avoir un effet de ricochet sur toute la journée. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de partir en sécurité. Vous comprenez? D'accord, donc ça, c'est un premier exemple. 2e exemple, sera la poursuite d'une approche à haute énergie. Alors l'approche à haute énergie, c'est quelque chose qui malheureusement arrive. Elle arrive pourquoi? Parce que soit on a mal goupillé son approche, on a mal géré son énergie soi-même, soit parce que le contrôle nous a fait un raccourci auquel on ne s'attendait pas et qu'on a peut-être également mal géré, soit tout simplement qu'on a été un petit peu débordé par quelque chose qui s'est passé et que finalement, eh ben, on n'a pas réduit, suffisamment rapidement et tout ça. Alors la gestion d'une approche à haute énergie, elle doit se faire en amont, avec une bonne communication. Déjà, si on sait qu'il pourrait y avoir des raccourcis, il faudra en parler et donner des stratégies, expliquer des stratégies de comment on va faire dans tel et tel cas. Si on se retrouve un peu derrière et que ce raccourci est une surprise, il faut ensuite communiquer avec son commandant de bord, communiquer avec son collègue pour lui expliquer comment on va faire de telle manière à ce que la personne puisse se dire: «Ah oui, mais attends, non, on doit faire autrement. On est beaucoup plus haut que tu ne penses». Par exemple, communiquer sa position par rapport au plan et puis ensuite, on a toujours la possibilité de ne pas descendre sur l'ILS ou sur l'approche Airmav et de rester, à l'altitude du FAF, de telle manière à ne pas aggraver une situation qui est en train de nous échapper ou qui pourrait progressivement nous échapper. Beaucoup trop de candidats, beaucoup trop de pilotes en général vont s'engager sur une approche dont ils pensent qu'ils vont pouvoir la récupérer et plus on se rapproche du sol, plus on prend de risques et moins c'est adéquat, de faire cela. Donc on discontinue, on fait une approche discontinuée comme on dit et on va rester et sans descendre et demander au contrôle, de repartir pour, faire une nouvelle approche. C'est beaucoup plus propre. Il y a pas de très peu de perte de carburant en faisant ça parce qu'on a relativement peu de traînées. Ce qui coûte du carburant, c'est de faire une remise de gaz. Ce qui est pas safe, c'est de faire une remise de gaz. Alors la remise de gaz, c'est safe, on la comment dire? On la pratique très souvent, on se dans au simulateur, on sait faire. Cela dit, elle est moins safe que de faire une approche discontinuée parce que c'est une procédure relativement impliquante. Deuxièmement, elle coûte énormément de carburant parce que quand on descend sur la fin de l'ILS, on a toutes les traînées, le train et les volets et les pleins volets ou presque et on fait une remise de gaz dans des conditions similaires. Ça coûte énormément de carburant. Une remise de gaz va vous coûter 2 tiers de votre réserve finale, la moitié à 2 tiers de votre réserve finale. Imaginez comme ça coûte cher en termes du temps qu'il vous reste derrière pour prendre la bonne décision. Et comme on le sait, une bonne décision dépend du temps que l'on a pour pouvoir la prendre. D'accord? Donc, quand on a un candidat, et c'est arrivé récemment, on a un candidat qui vient donner typiquement ça c'est vraiment le candidat qui a 200-300 heures de CS25. Il arrive, il explique qu'en fait il sait, «Parlez-moi d'une erreur que vous avez faite. Parlez-moi d'une situation que vous auriez aimé gérer différemment». La question est tout à fait valide, elle ne pose pas de problème. Si le candidat avait eu les bons réflexes depuis le départ de communiquer, de se rendre compte, de communiquer, et ensuite d'appliquer certaines des stratégies qui lui auraient permis de se sortir de ça, cette question devient un atout pour lui. Cette, question, amène à son recrutement, à la volonté de le recruter. Mais dans ce cas, ce candidat s'était engagé sur une approche beaucoup trop haute, pas de communication avec le commandant de bord ou presque pas, parce que c'était un commandant de bord qui ne parlait pas beaucoup. La personne s'engage quand même sur l'ILS alors qu'elle avait beaucoup trop d'énergie et elle ne va pas être stable. Elle le sait et finalement, elle finit par être stable, je crois, à 800 ou 900 pieds. Le critère étant dans sa compagnie qu'à 1000 pieds, si on n'est pas stable, c'est remise de gaz.
Le commandant de bord n'a pas envie de remettre les gaz et ils finissent par ne pas remettre les gaz. Ils se posent, sur cette approche et en fait, si je me souviens bien, cette approche n'était même pas pleinement stable à 900 pieds. Il manquait un critère qui, lui, a été, accompli à 600 pieds. Vous voyez que quand on est dans cette gestion très, très prenante d'essayer de récupérer une approche, comme on peut perdre la conscience d'autres éléments de la situation et comme c'est peu enviable de parler de cela dans une sélection. Déjà, c'est un énorme, breach, donc un énorme manquement au SOP que de ne pas avoir, remis les gars. C'est les managers détestent ça, donc les recruteurs aussi. C'est vraiment, on ne veut pas ça. On veut que vous remettiez les gars si vous êtes pas stable à 1000 pieds. C'est assez clair quand même et c'est répété tout le temps par les compagnies, mais certaines compagnies peut-être ne le répètent pas assez et je pense que la compagnie de ce candidat ne le répétait pas assez, laissait une sorte de flou autour de ça de telle manière à ce que les gens quand même se posent. Ça, c'est pas bon, c'est pas adéquat et certainement pas adéquat dans le cadre d'un recrutement Air France. Ce qui avait été plus difficile pour moi, lorsque j'ai parlé à ce candidat, c'est que derrière, il n'avait pas compris ce qu'il pouvait faire ou ce qu'il aurait dû faire. Et là, on commence à arriver dans une zone où on se dit: «Mon Dieu, mais il y a eu un défaut de formation ici. Ce candidat a l'air sympathique, agréable, mais malheureusement, il ne me donne pas assez de preuves qu'il a des comportements sains parce que je n'arrive pas à lui faire donner des scénarios où je puisse comprendre qu'il ait fait ce que moi j'aimerais qu'il ait fait». Vous voyez comme c'est piégeux tout ça? Donc voilà, donc si vous n'avez pas idée de ce que vous auriez pu ou dû faire, parce qu'on ne vous l'a pas enseigné, parce que vous n'avez pas suffisamment peut-être étudié vos manuels ou parce que tout simplement c'est pas vraiment fait dans votre compagnie, eh bien, vous êtes en danger. Aussi, si vous avez cette sélection qui se rapproche, vous êtes à la porte de votre rêve. D'un côté, on vous donne une énorme chance de pouvoir passer rapidement, mais vous êtes aussi en grand danger. Alors, bien évidemment, si vous êtes dans une grande low cost, au process strict et bien établi, Ryanair, EasyJet, dans ces compagnies-là, les choses sont beaucoup plus claires et vos commandants de bord vont être plutôt très stricts avec cela parce qu'eux aussi n'ont pas envie d'avoir des problèmes avec leur compagnie. Et donc, dans ce cas-là, ça devrait aller, ça va vous aider de voir ces comportements sains de la part de vos commandants de bord. Mais si vous êtes dans une plus petite compagnie qui vous laisse voler avec un guidage limité, à la fin de votre AEL, vous allez normalement voler avec des commandants de bord expérimentés pendant un tout petit moment. Et après, rapidement, vous allez avoir avec des commandants de bord de tout type qui, peut-être, ne sont pas repris malgré des écarts qu'ils ont pu avoir parce que leurs compagnies ont trop besoin d'eux et les laissent voler. Ça, c'est très je vais pas faire trop de commentaires, mais voilà, ça peut arriver, dans certaines plus petites compagnies. Soit c'est des commandants de bord qui ont changé souvent de compagnie, donc ils viennent un petit peu avec leur SOP, leur façon de faire qui est plus confortable pour eux parce que, ils se sentent, bien en faisant ça. Ils savent que ça marche, pour eux en tout cas et donc pour vous, c'est difficile de pouvoir vous adapter. Soit des commandants de bord qui, dérivent des procédures parce qu'il n'y a pas assez de formation CRM dans leur compagnie. Il y a une formation CRM réglementaire minimale, mais il n'y a pas d'ajout de formation CRM et du coup, eh bien, il y a une dérive et vous devez voler avec quelqu'un comme ça, quelqu'un qui ne communique pas, alors qu'il y a une approche à haute énergie, par exemple, quelqu'un qui est avec lequel c'est difficile de travailler et si la compagnie ne fait pas un effort suffisant de standardisation, alors ce qui se passe pour vous, c'est que vous perdez progressivement vos repères. Peut-être même n'en avez-vous pas réellement eu de repères suffisamment forts et vous, petit à petit, vous les perdez. Vous arrivez dans une salle de recrutement avec des repères flous ou perdus et malheureusement, ça ne marche pas. Et c'est malheureusement selon le positionnement de vos repères que vous allez être jugé. Alors, comment faire à partir de là? La première chose, c'est d'avoir conscience de ce que je vous dis. Si vous êtes dans ce profil, si vous êtes au début de votre carrière avec quelques heures de CS25, soit vous êtes à l'approche de vos 200 heures, vous allez bientôt déposer votre dossier, soit vous êtes prochainement invité. Ayez conscience de ce que je vous dis là, c'est très, très important pour que vous puissiez saisir cette opportunité dans cette belle phase de recrutement qu'on a encore actuellement chez Air France. La deuxième chose, c'est bien évidemment de travailler dans la bonne direction. Si ce que je vous ai dit vous parle, d'aller comprendre ce qui se passe. Alors, étudiez votre documentation compagnie, qui est une documentation réglementaire. Tout ce que je vous dis est écrit dans la documentation de votre compagnie. Comprenez les choses importantes comme la politique d'emport et de gestion carburant, la gestion des flight time limitations, les contraintes liées au de-icing, la gestion des approches à haute énergie, la gestion des pannes en fonction du moment où elles se produisent. Alors quand vous répétez une panne, il n'y a pas que les FATO, il n'y a pas que la panne moteur après décollage, pardon, après V1, il y a aussi qu'est-ce qui se passe si on l'a à 500 pieds, qu'est-ce qui se passe si on l'a à 2000 pieds, qu'est-ce qui se passe si on l'a plus haut, qu'est-ce qui se passe si on l'a à l'approche, qui se passe si on l'a à l'approche avant de descendre sur l'ILS, qu'est-ce qui se passe si on l'a à l'approche en dessous de 1000 pieds. À chaque fois, c'est une logique un petit peu différente et toutes vos grosses pannes comme ça et vous les connaissez vos grosses pannes, vous devez vous les répéter et vous imaginer avec votre process de décision, process qu'on enseigne d'ailleurs dans Advanced Interview Course, de manière très claire, hein, parce qu'il y a vraiment une séquence. Vous devez répéter cette séquence pour chacune de ces grosses pannes
et vous demander comment vous réagiriez. Et si vous en êtes au tout début de votre carrière et que tout ça, c'est pas encore bien clair dans votre tête, eh ben, c'est simple. Parlez-en avec des collègues plus expérimentés, d'autres copilotes ou bien des commandants de bord en qui vous avez confiance, ou bien avec vos instructeurs. Ils sont là pour vous aider aussi. N'oubliez pas que vos instructeurs en compagnie, ils aiment instruire. Ils sont là aussi pour vous aider et vous passer leur expérience. Ensuite, une fois que tout ceci c'est fait, fixez-vous des limites. Tenez-vous-y et soyez prêt à intervenir si malheureusement il se passe quelque chose lors d'un de vos vols. Alors, évidemment, nos cours vont vous aider grandement à mettre de l'ordre dans tout cela et à réussir votre sélection. Advanced Interview Course, comme vous savez, c'est notre cours signature, notre cours phare. Eh bien, il contient un important module sur la prise de décision, le séquencement, du modèle de décision de dans la gestion immédiate, on va dire, d'un événement qui se passe de telle manière à le contenir, à définir le niveau d'urgence, transférer les commandes à l'autre pour pouvoir prendre des décisions, ensuite mettre en place, les bonnes choses pour pouvoir ensuite configurer l'approche, transférer les commandes à nouveau pour que l'autre personne puisse vérifier ce que vous avez mis, dans le FMS, faire un briefing et shooter cette approche. C'est une logique qui est toujours à peu près la même, mais elle est très différente en fonction du type de panne, en fonction du niveau d'urgence, lié à cette panne. Donc ça, il faut bien, bien comprendre cela. Et qu'est-ce que c'est aussi qu'une décision saine? Ça, on l'explique aussi dans Advanced Interview Course. Et on parle dans Advanced Interview Course aussi du modèle d'intervention qui vous permet d'intervenir face à un collègue qui malheureusement ne se comporte pas de la manière avec laquelle vous l'attendiez, d'une manière qui vous permet, vous, de travailler, de l'aider et d'avoir un CRM qui soit bon. On parle beaucoup c'est un concept qu'il y avait dans ma précédente compagnie du above the line, below the line. Above the line, c'est safe, below the line, c'est pas safe. Et c'est pas parce que vous êtes below the line que vous allez avoir un accident. C'est juste que vous n'êtes pas dans une configuration qui est optimale pour la sécurité. Il faut toujours se placer above the line et tout ça, c'est des concepts, que l'on explique qui sont très, très intéressants. Par exemple, si vous avez une situation qui se produit et un commandant de bord ou un collègue tout simplement qui fait quelque chose d'inadéquat, mais c'est pas très grave, c'est juste un choix dans la façon de piloter l'approche et que, eh bien, vous auriez fait différemment, ça aurait été plus efficace. Si c'est juste de l'efficacité, c'est pas grave. Le simple fait de vouloir lui en parler pourrait faire que la personne soit frustrée, soit comprenne mal, soit, que ça la désoriente un petit peu parce qu'elle était en train de réfléchir, c'était pas efficace, mais c'était suffisant. Dans ce cas-là, votre, intelligence de CRM pourrait faire que vous disiez: «Je vais rien dire parce que c'est pas efficace, mais c'est tout à fait légal et c'est safe, donc je ne dis rien, pour rester le plus possible above the line». Vous voyez? Mais si, certains comportements font que la non-respect des procédures, f peut avoir un impact sur la sécurité, que ça descend below the line. Là, il faut une intervention CRM pour remonter above the line. Voilà. Donc, Advanced Interview Course contient un important module sur la prise de décision, l'intervention, la gestion de la charge de travail et il y a de nombreux exemples aussi sur des choses qui sont arrivées dans ma carrière, qui vous permettent de bien comprendre et puis on a ces sessions Advanced Interview Practice, donc toutes les 2 semaines, le lundi à 18 h au moment où j'enregistre donc cette vidéo où là, on fait passer 4 candidats et sur une question, parfois 2 questions et c'est l'opportunité de pouvoir voir, vous en tant que spectateur ou bien peut-être c'est à vous qu'on posera ces questions, comment on répondra et c'est là qu'on peut qualifier des exemples comme ceux dont je viens de vous parler. Alors nous allons lancer d'ici quelques semaines un nouveau cours parce que, ce qu'on a constaté là avec, ce piège donc finalement des sélections pro Air France, qui à la fois donne une opportunité et qui est un énorme piège et bien, il n'y a pas que chez Air France que ça se passe. Ça se passe dans le monde entier pour, pratiquement tous les candidats du monde qui sont dans cette configuration et même pour ceux qui ont moins d'expérience, on attend de vous des comportements déjà mûrs alors que vous n'avez pas l'opportunité de pouvoir l'être encore. Donc on a travaillé depuis, un bon moment maintenant sur un nouveau cours qui va sortir dans les semaines qui viennent qui s'appelle Operational Procedures Course, qui vous expliquera étape par étape ce qui est attendu de vous au niveau procédural et comportemental dans une grande compagnie. Ce cours, il était nécessaire, il n'existe nulle part dans le monde. On est très très fiers de ce cours. Il reprendra la théorie sur les SOP, de la théorie pardon, importante sur les SOP, les risques dont vous devez avoir conscience en tant que pilote, explique les opérations en compagnie en détail avant d'entrer dans des exemples précis de panne et d'analyse d'accidents. Voilà, donc je pense vous avoir expliqué ce qui me semblait important pour vous qui avez cette sélection qui se rapproche. Je vous souhaite de tout cœur de vous préparer vraiment dans la confiance et d'être content que vous allez arriver en face du bâtiment le jour de votre sélection. Venez discuter avec nous sur Discord, consultez notre page Comment ça marche si vous n'êtes pas encore client d'Advanced Interview Course du pack Air France ou de nos produits. Si vous voulez mieux comprendre comment on fonctionne, tout est très bien expliqué dans ces petites vidéos. Puis après, on est toujours content de vous accompagner pour vous expliquer mieux si c'est nécessaire. Je vous souhaite une bonne fin de préparation et une bonne réussite.